Brigitte Gauthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'île de Ré. Merci. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, tout à fait. Je découvre. D'accord. Alors quel ressenti pour une première? Eh bien déjà, c'est une île qui a un pont et je l'ignorais. Alors j'ai été déçue, je pensais prendre un bateau pour arriver jusqu'ici. Mais en fait non, c'est un endroit très sympa, les gens sont hyper chaleureux. Et du coup, non, vraiment je suis très contente d'être ici. Alors vous êtes aujourd'hui à l'île aux livres, salon du livre sur la commune du Bois-Plage en Ré, qui regroupe cette année un peu plus de 100 auteurs. Et vous, Brigitte Gauthier, vous êtes ici en tant que représentante de l'association L214 pour présenter le livre La face cachée de nos assiettes, publié aux éditions Robert Laffont. Et dans ce dernier, vous racontez l'histoire de citoyens comme vous et moi, partant à la traque des industriels de la viande. Pourquoi avoir voulu justement passer à l'écriture d'un livre? Est-ce que les vidéos n'ont pas plus d'impact aujourd'hui? C'est deux temporalités complètement différentes. Les images, elles nous permettent de montrer ce qui se passe ici, maintenant, d'apporter les preuves de ce qu'on disait finalement auparavant dans l'écriture de tracts sur le malheur qu'on provoque par rapport aux animaux, que ce soit dans les conditions d'élevage, sur les questions de transport, l'abattage, mais aussi on peut parler de la pêche, surtout sur l'île de Ré. Et le livre a une temporalité plus longue, permet de développer justement d'avoir une vue plus large que simplement les petites fenêtres qu'on ouvre avec les vidéos. Ça permet de revenir sur l'action des pouvoirs publics ou leur inaction. Ça permet de revenir sur l'expertise scientifique. Voilà. Donc ça permet de prendre un temps qu'on ne peut pas prendre, qu'on a du mal à prendre dans les vidéos. D'accord. Alors le nom de votre association provient de l'article L214 du Code rural qui définit les animaux comme des êtres sensibles. Aujourd'hui, vous tentez de changer les mœurs en France à travers la diffusion de vidéos, photos ou de récits provenant des abattoirs du pays. Considérez-vous qu'aujourd'hui, les Français ne réagissent pas assez face aux faits que vous démontrez? Alors on sera toujours insatisfait de la réaction tant que effectivement les animaux seront considérés comme des ressources à notre disposition et donc traités comme tels. Mais néanmoins, on peut voir qu'en une dizaine d'années, il y a vraiment une amorce de changement de mentalité où au moins les animaux ne sont plus ignorés. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, quand on parlait de défense des animaux, on considérait les chiens, les chats, mais on ne pensait absolument pas aux animaux qui sont pourtant majoritaires dans les élevages. Si on regarde l'exploitation des animaux, 99% des animaux exploités, ce sont des animaux destinés à la consommation humaine. Donc voilà, il y avait vraiment un focus à mettre sur cette question-là et il a été mis par L214 mais aussi par d'autres. Il y a de nombreux ouvrages qui sont sortis, les médias s'en sont saisis, etc. Donc c'est vraiment un mouvement de fond qui s'est amorcé sur cette question-là. Nous, on y a contribué comme on a pu. En tout cas, on se rend compte qu'il n'y a pas une indifférence. Au contraire, il y a une grande préoccupation de ce qui se passe pour les animaux. Maintenant, les réponses qu'on y donne, les solutions qu'on y apporte aujourd'hui sont largement insuffisantes pour changer concrètement la situation des animaux d'élevage. On réussit à obtenir des petites avancées, par exemple sur les poules pondeuses élevées en cage de batterie. D'ici 2025, on peut penser que l'élevage en cage aura disparu en France puisque plus de 150 entreprises, que ce soit des grandes surfaces, que ce soit des fabricants, que ce soit l'hôtellerie-restauration et même des producteurs. Dernièrement, on a convaincu le groupe Avril de s'engager. Donc toutes ces entreprises se sont engagées à ne plus utiliser d'œufs de poule élevés en cage ou de ne plus produire d'œufs de poule élevés en cage. Donc on voit que la situation, elle peut bouger. On voit aussi la végétalisation qui augmente avec de plus en plus de gens qui réduisent ou qui arrêtent de consommer des produits d'origine animale. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est un levier formidable parce que on agit directement sur le malheur des animaux, mais on agit aussi directement sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc sur notre santé, sur notre santé, sur la santé publique par rapport à l'antibiorésistance, l'eutrophisation, etc. Il y a vraiment, c'est un levier puissant sur tout un tas de domaines. Donc, faut en profiter. Oui. Alors aujourd'hui, votre organisation associative tente donc de faire réagir la population, mais pas seulement pour améliorer donc, les conditions de vie des animaux, tout à fait, mais à complètement arrêter leur abattage aussi d'ici à quelques années. Le plus tôt possible, évidemment. Et cette issue serait d'ailleurs une bonne chose pour l'environnement, puisque vous l'avez démontré l'été dernier, il faut en moyenne 7900 litres d'eau pour produire 1 kg de protéines animales. Considérez-vous que ces données comme un argument supplémentaire
face aux deux dernières canicules qui ont eu lieu et donc qui nous ont restreint en utilisation d'eau, notamment dans le domaine agricole. Bien sûr, évidemment, ça a aussi une incidence. Et le dernier rapport du GIEC qui est paru tout dernièrement montre aussi l'influence des activités d'élevage sur notre environnement et tire la sonnette d'alarme. Enfin, une des solutions qu'ils préconisent, c'est justement la réduction de la consommation de produits d'origine animale. Et de façon assez importante. Les chiffres avancés parlaient de 50% de réduction au minimum. C'est pas rien de diminuer de moitié. Si on regarde d'autres articles qui sont parus, on parle de 90% de réduction. Et là, on est juste sur la question environnementale, sur les émissions de gaz à effet de serre. Ici, on peut commencer à parler d'algues vertes aussi. Oui. Voilà. Il y a vraiment tout un tas de domaines, l'acidification des sols, où la réduction des activités d'élevage peut être vraiment prédominante. Et la première à combattre, c'est évidemment l'élevage intensif, l'élevage industriel, qui confine les animaux à l'intérieur. Et du coup, on a, en Bretagne, la totalité des excréments des animaux produits en Bretagne, c'est équivalent à ceux de la population française. Donc on est vraiment devant des enjeux extrêmement forts au niveau environnemental. Alors bien sûr, si on se place du côté de l'éthique, quand on réduit, évidemment, on réduit notre impact sur les animaux, mais d'un point de vue de justice, on n'est encore pas assez loin. Vraiment, arrêter de considérer les animaux comme des ressources à notre disposition, ça nous semble vraiment extrêmement important et c'est un des enjeux moraux, éthiques du siècle à venir. Et alors justement, donc je vous ai lancé sur la canicule. Selon un éleveur du Maine-et-Loire, elle serait à l'origine de la mort d'une 50aine de cochons dans un élevage. Votre association l'a révélé, mais selon vous, le problème est ailleurs. Cette révélation a été faite donc le 31 juillet dernier, mais n'a pas été reprise par un grand nombre de médias. Alors c'était une enquête qu'on a faite très rapidement, justement pour faire intervenir les services vétérinaires. D'accord. Donc on n'a pas sollicité les médias nationaux, on a juste relayé au niveau local. Voilà, donc la situation au moins est sous le regard des services vétérinaires. Mais ce n'est pas le seul élevage qui est concerné. On a aussi vu d'autres élevages qui étaient là-dessus, des incendies aussi, etc. Et le fait de confiner les animaux comme ça à l'intérieur, évidemment, ils sont aussi extrêmement impactés dès qu'il y a des variations très fortes de température. Oui. Alors, dernier grand rebondissement en date, le 27 juin 2019, vous publiez plusieurs vidéos de vaches à hublot. Oui. Cette pratique qui consiste à ajouter un hublot à une vache afin d'étudier et donc d'optimiser ses capacités de production de lait était inconnue pour beaucoup de gens en France, même à travers le monde. Outre les images choquantes et la réaction de l'opinion publique, où en est cette affaire aujourd'hui ? Oui, comme vous le rappelez, voilà, les vaches à hublot, ça existe depuis très très longtemps. Mais aucune image ne filtrait. Il y en a eu dans les années 70, où il y avait vraiment une communication décomplexée autour de la... Ça passait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Ça passait beaucoup mieux. Enfin, voilà, les animaux étaient vus comme des moyens de production, et du coup, moyens de production, comme une voiture qu'on va ajuster, on va avoir des moyens d'aller fouiller à l'intérieur. Et pour les vaches, c'est exactement ça. Comment on va développer encore plus leur production de lait, alors qu'aujourd'hui, elles produisent déjà 5 fois plus que ce qu'il faudrait pour leur veau, et ça leur crée des problèmes de santé, des problèmes de boiterie, des problèmes d'infection des pieds, etc. Oui, c'est pas naturel. Donc voilà, on a poussé à outrance sans prendre garde à leur bien-être. On a fait la même chose sur les poulets, sur les cochons, etc. Enfin, vraiment tous les animaux, on essaye de les optimiser de façon à les rendre plus rentables. Et effectivement, ces vaches à hublot, c'est ça, ce sont ce type d'expérience. Pour accéder directement à l'estomac, on a aménagé une porte. Il n'y aurait pas d'autres moyens, justement, un peu moins barbares, entre guillemets ? Il y a tout un tas d'autres moyens, mais au-delà des moyens, il faut se poser la question. Pourquoi aujourd'hui être toujours sur une course à la productivité ? En fait, on n'a jamais mangé autant de viande aujourd'hui, à un moment où on n'en a jamais eu si moins besoin. Enfin, on sait aujourd'hui qu'on peut se passer complètement de produits d'origine animale, et on continue cette course à la viande comme si c'était absolument indispensable. Donc il y a vraiment ce point à questionner, et c'est ce point qu'on a voulu soulever. C'est-à-dire que les animaux sont vus comme des machines, et qu'on va les pousser à
encore plus loin. Alors où en est cette affaire ? On a eu des réponses du gouvernement, Oui. de Brune Poirson, secrétaire d'État, et de Didier Guillaume, Mhm. ministre de l'Agriculture, qui disent mais non, ces expériences, elles sont utiles. Et puis ils ont essayé de nous endormir avec c'est pour lutter contre les gaz à effet de serre, ou c'est pour lutter contre la médicalisation dans les élevages, donc le fait de donner beaucoup de médicaments, d'antibiotiques aux animaux dans les élevages. Bon, ce qui est, soit dit en passant, est dû justement à la grande concentration d'animaux, aux conditions d'élevage plutôt intensif des animaux. Et donc, voilà, c'est les deux réponses qu'on a eues pour le moment. Mais quand même, ça les a fait réagir. Brune Poirson a dit d'ici 2025, même s'il n'y a pas de problème, on va essayer de s'en passer. Voilà, bon. Alors, il y a un problème ou il n'y a pas de problème et donc, on en est un peu là. Maintenant, nous, on va continuer de montrer ce genre d'image. On va continuer de dénoncer cette course à la productivité. Et donc, voilà, oui, ça va être... Donc vous surveillez toujours un peu cette situation ? Bien sûr, on va continuer de regarder cette situation et les autres, parce que c'est vraiment... Enfin, nous, notre objectif, c'est de poser les cartes sur la table et de... à partir de ce constat, de proposer des pistes de réflexion et des solutions. Mhm. Nous, on dénonce pas des personnes, on dénonce un système qui aujourd'hui broie les animaux, mais a aussi des impacts sur l'environnement et sur les gens même qui y travaillent. Il y a un impact social très important. Quand vous savez qu'en abattoir, il y a 4 fois de plus de risques d'accident du travail que dans n'importe quelle autre profession, que 90% des gens y souffrent de troubles musculo-squelettiques, on a des questions à se poser... dans tellement de domaines par rapport à ça que c'est vraiment très important. Donc effectivement, sur la recherche scientifique, on a vu aussi l'INRA réagir. L'INRA, c'est un institut public, mais il reçoit des fonds privés. Et du coup, il est jugé parti d'une certaine façon. Il ne va pas oser se prononcer. Nous, on l'a renseigné beaucoup sur la question du foie gras, justement dans le livre La face cachée dans nos assiettes. On revient dessus. On a démontré qu'il y avait des biais scientifiques importants, notamment dans les instituts publics. Alors, justement, les lobbies jouent un gros rôle aujourd'hui dans l'industrie de la viande ? Bien sûr. Les lobbies, ils ont tout intérêt à ce qu'on continue à consommer des produits d'origine animale. Eux, on est leur débouché financier, leur débouché économique. Et donc, ils vont chercher à continuer à vendre le plus possible. Et donc, voilà. Et on l'a vu, la démonstration pendant la loi agriculture et alimentation, où des mesures toutes simples comme l'interdiction des cages pour les poules mondeuses ou des cages pour les lapins, l'interdiction de l'abattage sans étourdissement ou l'interdiction de l'abattage au dioxyde de carbone ne sont pas passées. Et on a vu le ministre de l'Agriculture dire oui, le bien-être animal, c'est hyper important, mais on va faire confiance aux filières. Voilà. Et sur la partie sur les poules pondeuses qu'on suivait particulièrement, puisqu'on avait fait monter le sujet, notamment grâce à l'aide de Sophie Marceau, on a vu le ministre de l'Agriculture donc soutenir cet amendement, proposé par une députée qui dit que ça a été co-rédigé avec les filières. Et pourtant, les députés qui disent non, mais vous êtes sûr, les filières sont d'accord avec cet amendement, qui était un amendement d'enfumage, qui disait on interdit des nouvelles constructions. Donc, celles qui existent déjà, on peut les garder ? Celles qui existent déjà, on peut les garder. Et les nouvelles, ça fait des années qu'il n'y en a plus, parce que la filière avait quand même bien vu que c'était une filière sans avenir. Et il rassure les députés qui votent cette loi. Et le ministre tweet avec le CNPO, donc le syndicat des professionnels de l'œuf, nous avons voté cet amendement. Donc il montre l'influence des lobbies. Il dit bien, cet amendement, il n'a pas été pris avec les associations de défense des animaux, il a été pris avec les filières d'élevage et accepté par les filières d'élevage. On est dans cette situation-là aujourd'hui où les lobbies de la viande, les lobbies de l'élevage intensif sont vraiment très importants. Dominique Bussereau, qui avait été ministre de l'Agriculture, avait bien dit que quand il avait eu le poste, il avait dû passer comme un entretien d'embauche avec le représentant de la FNSEA. D'accord. Premier syndicat agricole. Donc voilà. Alors justement, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais les députés ont voté le CETA il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment en danger les agriculteurs français et européens ? Ça met surtout en difficulté les animaux. Oui, aussi. Voilà. Effectivement, c'est votre combat. On est dans un monde où les animaux sont des marchandises. On est sur des lois de marché qui sont complètement ubuesques, qui mettent en danger
y compris nous, par l'impact que ça a. Et on continue la course en avant, quoi. Et justement, le CETA va accentuer justement cette course, à votre avis ? Ça dépend comment on réagit en France, justement. Elle a été votée. On continue ? Alors, elle a été votée. Ouais. Les produits qui risquent d'arriver sont des produits issus de l'élevage intensif. Si on ne se démarque pas en France, effectivement, ces produits vont pouvoir continuer. Mais il y a déjà des échanges internationaux. Oui. Et puis, on voit aujourd'hui les éleveurs s'insurger contre le CETA. Mais eux, ils sont bien contents de vendre leurs produits à l'extérieur de nos frontières. Donc, il ne faut pas jouer sur les deux... faut pas la faire à l'envers non plus. Donc, il y a énormément de questions à se poser sur ces échanges internationaux. Mais on a les moyens d'agir en France aujourd'hui par la commande publique. Notamment, il va y avoir les municipales. Oui. Est-ce que une mairie, quand elle commande pour ses écoles, est-ce qu'elle ne peut pas poser des critères en termes de critères de... Alors, bien-être animal, j'aime pas trop ce terme parce qu'on parle de bien-être animal sur des animaux quand même qu'on destine à la mort, ou même quand on dit il y a des critères de bien-être animal, on se rend compte que c'est plutôt du moins pire. Voilà. D'accord. C'est plutôt du moins pire. Donc comment poser des critères pour justement, les communes le font déjà avec le bio. Alors, elles peuvent le faire effectivement avec le bio, mais on voit bien qu'il y a encore une grande part des produits qui sont des produits issus des élevages intensifs. On peut aller aussi sur la question de la végétalisation. Avec le rapport du GIEC, on a encore une preuve supplémentaire qu'il faut absolument y aller et augmenter le nombre de repas végétariens, voire même mieux végétaliens proposés. Donc voilà, on a des leviers en France pour lutter contre les effets du CETA. On peut le faire, mais il faut une volonté politique pour le faire. Et la volonté politique, ne serait-ce que par le vote du CETA, on voit bien qu'aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est plutôt du côté des grandes puissances, quoi. Alors justement, vous nous parlez de nourriture végétalienne, vous êtes végane, donc vous êtes bien placé pour en parler, mais vous l'avez confié à France 24 en juin dernier, vous n'êtes pas pour la rivalité entre les véganes et les bouchers ou industriels de la viande. Pensez-vous que l'on doit s'en prendre aux commerçants qui finalement ne font que leur métier depuis, pour certains, beaucoup d'années et ne se sont jamais posé les questions d'aujourd'hui ? Alors effectivement, l'idée n'est pas d'avoir un débat des bouchers contre les véganes ou des véganes contre les gens qui mangent de la viande. Oui. L'idée, c'est de se mettre du côté des animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que c'est juste, que c'est tolérable, la façon acceptable, la façon dont on traite les animaux ? La plupart des gens, sur toutes les images qu'on a montrées, disent « bah non, ça c'est pas possible ». Et on a montré des abattoirs aussi bien industriels que le plus petit abattoir de France. Et devant les images, tout le monde était complètement choqué de la façon dont on met à mort les animaux. Mais en fait, c'est pas la façon dont on les met à mort finalement, c'est la mise à mort même des animaux qui est extrêmement choquante. Voilà, on prive de vie un être qui manifestement montre qu'il n'avait pas du tout l'intention de mourir à ce moment-là, pas de cette façon-là, etc., etc. Donc on a vraiment un enjeu. Nous, ce qu'on dénonce, c'est un système qui existe depuis très longtemps. Hein. Voilà, on tue les animaux pour les manger depuis très longtemps. Alors au début, on était charognards. Ensuite, il y a eu la chasse. Ensuite, on a commencé l'élevage, etc. Mais depuis qu'on mange de la viande, grosso modo, c'est aussi poser la question de mais vraiment, faut-il manger les animaux ? Mais ça, c'est une question qui est quand même contemporaine, ça fait pas très longtemps. Non, du tout. Pythagore, entre deux triangles rectangles, voilà, il ne nous a pas torturés que à l'école. Il réfléchissait aussi. Il se posait la question de la légitimité de continuer à tuer des animaux pour les manger alors qu'on n'en a pas besoin. Lui aussi soulevait la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Mais aujourd'hui, elle n'a jamais été autant diffusée, justement. On peut se poser, elle n'a jamais été autant diffusée, mais en même temps, on n'a jamais autant tué d'animaux qu'aujourd'hui. Oui. Donc, heureusement qu'elle se pose de façon tellement importante, puisque les ravages qu'on fait aujourd'hui, on tue en France plus d'1 milliard d'animaux terrestres chaque année. 3 millions par jour. 1/7 de la population mondiale, si. C'est ça, c'est exactement ça. Mais si on regarde, depuis la nuit des temps, on est à peu près... 100 milliards d'êtres humains à s'être succédés sur cette planète. Et on tue plus de 1000 milliards d'animaux chaque année, si on compte aussi les animaux aquatiques. D'accord. Donc on est vraiment sur des chiffres impressionnants. Des chiffres absolument gigantesques, un meurtre alimentaire à grande échelle. Voilà.
Alors justement, quand même, le combat va être long, puisque par exemple ici en Charente-Maritime, en venant sur l'île de Ré, on peut voir des publicités pour des repas de chasse, Bien sûr. des panneaux de chasse justement. Et ailleurs en France, les populations sont donc habituées depuis des générations à manger de la viande. Et aujourd'hui, même des magazines de recettes sont vendus par milliers, avec des recettes à base de viande. Et vous avez donc lancé le Veggie Challenge, je l'ai vu Oui. sur le site de L214. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors l'idée c'est d'accompagner, parce qu'effectivement, comme vous le dites, on baigne dans une culture, dans des habitudes qui occultent complètement la façon dont les aliments arrivent dans notre assiette, et en particulier la viande. Donc nous, notre rôle, ça va être de refaire le lien entre la viande et les animaux. Et donc on pose un problème sur la table, et les gens souvent nous ont dit, mais oui, mais maintenant, ok, j'ai pris conscience, je fais quoi ? D'où Vegan Pratique, notre site internet dédié avec des recettes, des questions de nutrition, des conseils pour accompagner un changement d'habitude alimentaire. Et le Veggie Challenge en 21 jours, chaque jour une lettre d'information avec des recettes, avec des astuces pour justement modifier sa façon de se nourrir, expérimenter, découvrir. C'est un accompagnement gratuit ? Voilà. Oui, bien sûr. Donc disponible pour tout le monde sur Internet. Disponible pour tous par le biais. Et puis vous avez un groupe support Facebook qui est rattaché au Veggie Challenge sur lequel vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui, comme vous, sont en train de le suivre ou ont terminé. Et ça donne des échanges absolument riches, des essais de recettes, des réussites, des plantages. Les difficultés qu'on peut avoir aussi, le plus difficile, je dirais, c'est notre environnement social. Alors pas pour moi personnellement, parce que j'ai la chance d'avoir une famille qui est plutôt bienveillante. Et puis par mon engagement public, les gens savent à quoi s'attendre avec moi. Mais quand on arrête de consommer des produits d'origine animale, quand on arrête de manger la viande, les repas de famille, etc., Noël, ça peut poser des difficultés si vous n'avez pas une famille qui vous accompagne dans votre démarche. Ou qui est très traditionnaliste malgré le fait qu'ils vous comprennent. Exactement, qui peut être très traditionnaliste, et puis parfois c'est les grands-parents qui organisent, etc. Et il y a tout un rituel familial, mais même au quotidien, ça peut poser des difficultés parce que les repas ne sont plus les mêmes, etc. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là, et c'est peut-être ce qui peut être le plus compliqué, parce que finalement, trouver les aliments, c'est hyper simple en France. Vraiment, on n'a aucune difficulté par rapport à ça. Les restaurants commencent à s'y mettre aussi. On a Vego Resto par rapport à ça, où vous avez tout un tas de restaurants qui sont référencés, qui proposent l'alternative végane. Alors justement, il y a cette transformation, non pas cette transformation, mais cette fabrication de fausses viandes, où on retrouve le goût de viande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça n'est pas justement le côté extrême de la chose ? C'est extrêmement pacifiste, puisque oui. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'en fait finalement on a besoin de retrouver le goût de la viande ? On l'a aimé avant de devenir vegan. Est-ce qu'on a besoin de le retrouver justement ? Si on a arrêté la viande, c'est pour arrêter de tuer les animaux. Mais justement, est-ce qu'on ne devrait pas quitter le goût de la viande ? Pourquoi ? C'est pas une question de goût, effectivement, comme vous le soulignez. Moi, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 20 ans. J'ai pas arrêté parce que je n'aimais plus. Sébastien, mon compagnon et cofondateur de l'association, quand il était petit, il cachait du saucisson sous son lit. Son grand-père était le seigneur du village, éleveur laitier. C'est lui qui tuait les cochons, etc. Donc, j'ai tourné les saucisses quand j'y suis allée. On n'arrête pas la viande parce qu'on n'aime pas. On arrête parce qu'il y a une injustice majeure dans ce qu'on fait. Une question morale, éthique. Et puis quelque part, les gens qui, par conviction éthique, arrêtent de consommer la viande, ils s'en fichent d'avoir des substituts, des trucs qui ressemblent. C'est pas des goûts naturels, justement. Naturel, pas naturel, on s'en fiche. Là n'est pas la question, c'est est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ? Est-ce que ça crée du malheur ou est-ce que ça n'en crée pas ? Voilà, ou est-ce que ça crée du bonheur, justement. Et on se rend compte que pour les gens, c'est quand même difficile, si on n'a pas une conviction éthique bien ancrée, de changer ses habitudes alimentaires. Et du coup, ces simili-carnets, ils peuvent aider un certain nombre de personnes à, sans rien changer finalement. Je me fais cuire un steak, mais sauf que c'est plus un animal mort, c'est des végétaux. Ça peut les aider à passer le pas et à se rendre compte qu'on peut très bien se nourrir sans faire souffrir finalement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et je le rappelle, vous êtes donc à l'île de Ré aujourd'hui pour présenter le livre « La face cachée de nos assiettes », écrit
donc par vous et des membres de l'association, Des c'est membres de ça? l'association et puis des membres de l'association Eyes on Animals, qui est une association néerlandaise. Mhm. Leslie Moffat, qui est la fondatrice, est une amie de Oui. longue date. Et personnellement, les premières enquêtes que j'ai faites, ça a été avec Leslie et Sébastien à suivre des camions à travers l'Europe pour se rendre compte justement de ce qu'on fait subir à ces animaux. Par souci économique finalement, parce que qu'est-ce qui justifie de faire partir des veaux d'Irlande pour les envoyer jusqu'au fin fond de l'Espagne? Oui. C'est une économie qui est pas très logique, mais qui est comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous.